L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5 500 francs par jour seulement. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. On en parlait à l'instant avec Morgane Boucher. Le 10 avril était une date très importante pour la SLN. Et pour en parler, vous recevez son directeur général. Oui, Jérôme Fabre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation au lendemain de cette date importante puisqu'elle avait deux échéances. En fait, ça marquait la fin de la période de conciliation entamée il y a quelques mois déjà et puis le versement des garanties financières environnementales, notamment aux provinces. On va revenir sur ces deux sujets, mais avant peut-être l'actualité du jour puisqu'on a appris que depuis minuit, les sites miniers du Nord ne fonctionnaient plus, n'étaient plus ouverts. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc effectivement, on a reçu hier soir, relativement tard, une injonction de la province Nord nous donnant instruction d'arrêter, de suspendre notre activité puisque nos garanties financières étaient considérées comme non conformes. Comme je l'avais annoncé, on avait eu un conseil d'administration qui avait accepté de prolonger les garanties, mais il y avait une irrégularité sur leur durée. J'en appelais à la bienveillance et le président de la province Nord a souhaité qu'on suspende notre activité. Donc on a donné instruction de le faire immédiatement. Donc j'ai évidemment une pensée pour tous nos salariés, pour tous nos sous-traitants qui aujourd'hui arrivent à leur poste de travail et ne peuvent pas faire leur travail. On est en train de mettre en sécurité tous nos sites. Un petit peu comme lorsqu'il y a des risques cyclones pour protéger l'environnement, on fera des formations. Le point peut-être positif à souligner, c'est que, je l'avais dit hier, on était conscient de cette irrégularité, qu'il y avait des discussions qui se poursuivaient à Paris pour tenter de trouver une solution adaptée. C'était une question de délai, d'instruction et d'annonce de ces garanties financières. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir exploiter les mines, il faut apporter des garanties financières qui servent à garantir le risque pour les provinces qui ont en charge la police des mines, donc la protection de l'environnement, de pouvoir agir à notre place si jamais on est défaillant. C'est-à-dire si jamais on ne fait pas ce qui doit être fait pour protéger l'environnement ou si jamais on disparaît parce qu'on fait faillite. Donc c'est quelque chose de très important. Les garanties, nous, ce qu'on dit à la province Nord et à la province Sud, c'est qu'on a toujours opéré avec des garanties constituées, mais elles avaient une durée trop courte. Voilà le problème. Donc c'était un point d'irrégularité. Mais quand bien même elles existaient, qu'elles couvraient ce risque, elles étaient trop courtes. Et quand bien même on les renouvelait systématiquement, puisque à la fois Eramet et l'État travaillent on va dire régulièrement pour contribuer à notre continuité d'activité. Le président de la province Nord a estimé qu'il y avait un risque qu'il ne souhaitait pas prendre et il nous a donné instruction de suspendre nos activités, ce qu'on a fait. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Est-ce que, évidemment, la durée de ces fermetures va être importante ? Est-ce que vous allez négocier ? Comment vous allez entamer les choses ? Alors, le point positif, c'est, je tenais à l'annoncer pour rassurer tout le monde et surtout nos salariés et nos sous-traitants, c'est que avant de m'asseoir à ce fauteuil, je dirais, il y a moins de quelques minutes, je viens d'avoir Christelle Bory, ma patronne, qui m'a informé du fait qu'il y avait un accord qui avait été trouvé au niveau du conseil d'administration d'Eramet et entre l'État et Eramet, ce qui va permettre de prolonger les garanties financières, ce qui a été fait par le précédent conseil d'administration, mais qui était sur une durée trop courte, donc pour avoir une durée satisfaisante. J'attends d'avoir les termes précis de cet accord et j'espère qu'on pourra confirmer cela à la DIMINC, aux provinces et reprendre l'exploitation dans la journée. Il y a des craintes évidemment sur la production si ces fermetures devaient durer ? Alors effectivement, si jamais on n'arrive pas à trouver de solution, le risque c'est que la situation actuelle se prolonge et là on risque de manquer de minerais. Donc ça risque de pénaliser l'usine, ça pénalise les sous-traitants qui après peuvent faire des plaintes ou des procès contre nous. Donc tout ça coûte beaucoup d'argent et c'est pas vraiment ce dont on a besoin dans la situation actuelle. Mais encore une fois, a priori, on a évité ce cas-là. Il y aurait un accord, on va décortiquer tout ça, notifier, s'assurer qu'il n'y a pas de problème et on espère pouvoir reprendre l'activité très rapidement. Cet accord, qu'on soit bien d'accord, porte sur les garanties financières et surtout leur durée. C'est ça, parce que les garanties, comme je le disais, elles existent, elles sont en place, elles ont été prolongées. Les précédentes s'arrêtaient le 10, là maintenant elles durent jusqu'au 25 mai et vraisemblablement le conseil d'administration d'Eramet aura accepté de les prolonger pour une durée conforme au code minier. Alors Jérôme Fabre, l'autre sujet important hier 10 avril pour la SLN, c'était
c'était la fin de ce qu'on appelait la période de conciliation, qui est une procédure légale mise en œuvre pour aider les entreprises en difficulté financière. Elle a pris fin. Est-ce que cette période de conciliation qui a duré 5 mois a porté ses fruits? Est-ce qu'elle a répondu finalement aux attentes lorsqu'elle a été lancée? Alors effectivement, on sort de conciliation hier avec quand même un certain nombre d'avancées. Donc il faut regarder les choses, je dirais le verre à moitié plein. On sort de conciliation, on n'est pas en état de cessation des paiements, donc on n'est pas en faillite, on peut poursuivre l'activité. Et c'est bien pour cela que le groupe Eramet peut continuer à prendre des risques pour notre compte et nous donner des garanties financières. Les avancées, c'est principalement des avancées qu'on a eues avec Eramet et l'État qui nous accompagnent avec des mesures de BFR, l'histoire des bateaux de fuel dont on avait parlé ici, avec des garanties financières. L'État nous a apporté un financement complémentaire. Il y a eu le traitement de la dette, les fameux 77 milliards qui ont été transformés en quasi-fonds propres. Et puis donc les garanties qui ont été renouvelées. Donc on voit que l'État et Eramet travaillent conjointement et ont des accords successifs qui vont dans le bon sens. Je voudrais souligner et remercier également aujourd'hui, c'est très important, l'implication du gouvernement, c'est-à-dire que à travers la DSF mais aussi la CAFAT, ces deux institutions à qui on devait de l'argent nous ont accompagnés, on les a informés, on a négocié des échéanciers et eux aussi ont contribué, nous ont accompagnés et ont contribué à ce qu'on puisse sortir de la conciliation dans cette situation favorable. Donc merci à eux. Et dernier point, maintenant l'enjeu, si vous voulez, c'est qu'il faut qu'on continue les discussions. On voit bien que sur la garantie financière, la messe n'était pas dite qu'il fallait poursuivre les discussions. Il faut qu'on continue les discussions sur le plan aussi du financement pour pouvoir arriver à une continuité d'activité. C'est pour cela que la procédure de conciliation ne pouvant être prolongée, je vais demander au tribunal de commerce dans les jours qui viennent l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc qui va nous donner un cadre pour poursuivre ces discussions qui tardent un peu. C'est un peu comme la procédure de conciliation avec un cadre un peu moins contraignant? C'est ça, tout à fait. Il n'y a pas de durée limite. Il est un tout petit peu moins protecteur, dirons-nous, mais c'est un cadre pour poursuivre des discussions pour les entreprises qui sont comme la SLN actuellement en difficulté et pour travailler avec toutes nos parties prenantes pour avoir des accords en vue de la continuité d'activité. Alors, pas de cessation de paiement, vous l'avez dit, tout est fait pour permettre de la continuité de l'activité. Pour autant, quelle est votre visibilité financière aujourd'hui? Jusqu'à quand vous pouvez assurer finalement que l'activité va pouvoir se poursuivre s'il n'y a pas évidemment de blocage trop long des sites miniers dans le Nord? Alors ça, c'est toujours la question piège, si j'ose dire. C'est très compliqué pour nous de répondre à cette question. Je rappelle, c'est aussi un peu pédagogique, c'est que notre trésorerie dépend avant tout du prix du nickel. On ne le maîtrise absolument pas, il varie chaque jour et il est aujourd'hui coté à la bourse de Shanghai. Il est plutôt stabilisé, mais sur un mode très bas. Tout à fait. Il y a eu un effondrement des prix entre octobre et décembre. Depuis lors, il est plutôt stabilisé. Donc ça, c'est quand même rassurant. On parlera peut-être du marché, mais ça vient du fait qu'il y a tout un tas de faillites à répétition chez les concurrents. Donc le prix du nickel, le prix du fuel. Là, par contre, on est dans une mauvaise séquence parce qu'avec les problèmes au Moyen-Orient, les prix du fuel restent très élevés alors même qu'il y a plutôt une situation de crise économique mondiale. Ça dépend de notre niveau de production. Donc ça, c'est vraiment en interne. Tous nos salariés, tous nos sous-traitants, la focalisation sur produire le plus possible en toute sécurité. Et puis ça dépend de notre plan d'économie, de bien serrer la vis, dépenser le moins possible, le juste nécessaire. Donc c'est l'ensemble de ces facteurs qui donnent notre horizon. Aujourd'hui, on est assez, on va dire, tranquille. On pense qu'on peut tenir jusqu'à fin mai, mais voire peut-être en juin. Donc on voit qu'il n'y a pas de réponse exacte à votre question, mais on se bat tous les jours, nos salariés, nos sous-traitants, pour continuer à opérer. C'est notre état d'esprit et on regrette parfois que l'ensemble des parties prenantes ne soient pas dans cette logique aussi de se battre à nos côtés, nous aider, nous accompagner en ce sens. Alors est-ce que la signature du pacte nickel, même si aujourd'hui c'est pas encore fait, on va en reparler, pourrait permettre justement d'accroître cette visibilité financière et vous donner un peu d'air? Alors effectivement, c'est la clé. C'est la clé, c'est-à-dire que pour comprendre le raisonnement qui est peut-être pas très clair, c'est-à-dire que nous, on a besoin d'argent en urgence pour continuer à opérer. On va devoir être financé dans les prochains mois, comme je disais, peut-être à partir de juin. Donc il faut que des gens qui nous font confiance continuent à nous apporter de l'argent. Aujourd'hui, on va dire que c'est principalement l'État et Eramet qui nous soutiennent sur le plan financier. Alors pourquoi ils feraient ça? Ils continueraient à faire ça parce que justement, il y a une perspective de retour à meilleure fortune, de rentabilité. Or, cette perspective de retour à meilleure fortune, de rentabilité à moyen terme,
ou moyen ou long terme, ça dépend des points de vue, c'est toujours trop long, dépend du pacte nickel. C'est-à-dire que pour être rentable, dans le contexte de marché qui est aujourd'hui en place, avec cette concurrence des acteurs ultra low cost, il faut de l'énergie beaucoup moins chère. Il faut qu'on puisse exploiter nos mines. On voit bien aujourd'hui que exploiter les mines en province nord, c'est un challenge quotidien. Donc il faut de l'énergie pas chère, il faut pouvoir exploiter ces mines, il faut quand même de la stabilité juridique et fiscale. C'est ce qu'il y a dans le pacte. Donc on a un outil pour nous protéger, pour permettre de sauver les usines et surtout les emplois et toutes les petites PME qui travaillent à nos côtés quotidiennement. Alors dans ce pacte, chacun doit faire des efforts en quelque sorte. L'État en fait des efforts importants. C'est que la Calédonie est sollicitée aussi, les industriels aussi. Et certains vous reprochent de dire finalement la SLN elle contribue pas assez dans ce pacte nickel, dans ce qui est proposé. Qu'est-ce que vous répondez? Voilà, c'est-à-dire que le pacte nickel, c'est vraiment le produit de ces discussions participatives et itératives qu'il y a eu pendant plus de 9 mois, des centaines d'heures de réunions. Avec toutes les parties prenantes calédoniennes. Alors je reconnais, il n'y avait pas les élus du Congrès, donc ils n'ont évidemment pas toutes les infos, mais chacun dit dans ce document qui est public, je tiens à le préciser maintenant, il est public, il est sur le site du Congrès, le président du gouvernement ayant saisi le Congrès pour se faire habiliter, le texte est disponible sur le site du Congrès. J'invite tous les Calédoniens à le lire. Il est lisible par tout un chacun. Il est compréhensible et ça permet de regarder les faits, la vérité par rapport à tout un tas de prises de parole, voire de théories complotistes qui circulent, qui sont complètement loufoques. Ce pacte, il vise à sauver les usines, ça c'est la déclaration de principe, ce sont des orientations de principe, et après chacun expose qu'est-ce qu'il apporte comme pierre à l'édifice pour y arriver. Donc nous les industriels on prend des engagements d'investissement dans notre outil industriel, des engagements d'investir par exemple pour la SLN dans la mat pour faire du nickel qui pourrait aller dans les batteries, ça c'est dans notre business plan. On prend des engagements évidemment dans un contexte de marché qui se transforme avec une disparition des producteurs traditionnels progressive, de devoir approvisionner le marché français, européen, voire on va dire nord-américain au sens large. Si jamais il devait y avoir des manques de nickel, on peut le comprendre, c'est un juste retour. Il y a des engagements aussi de continuer à faire des efforts, puisqu'il ne s'agit pas, si on est aidé, de faire n'importe quoi avec avec l'argent, enfin avec les subventions qui nous seraient allouées. Et puis nos actionnaires, ils prennent des engagements aussi de ne pas mettre en place de dividendes, ce qu'on peut comprendre puisque on est dans une situation de crise et l'argent on doit l'injecter avant tout dans les investissements. Donc voilà, c'est très clair. Tout ça est indiqué dans le pacte. Alors je reconnais qu'il n'y a pas de chiffres parce que le pacte n'est pas autoporteur. Ce sont des orientations de principe, mais tout y est et c'est quand même très conséquent. Et d'ailleurs, je remarque que certaines autres industriels actionnaires n'ont pas souhaité y adhérer à ce pacte parce que justement les engagements sont trop importants et donc décident de quitter la Calédonie. C'est pas notre cas, c'est pas le cas d'Eramet. Donc vous faites référence évidemment à Glencore. Voilà. Est-ce que vous comprenez les atermoiements politiques autour de la signature de ce pacte nickel? Est-ce que ça vous inquiète? Ça m'inquiète, ça inquiète tous nos salariés, ça inquiète tous nos sous-traitants parce qu'on est dans une situation de crise, d'incertitude. Chaque jour, on va au travail, on a l'impression qu'on joue notre survie et on a des leaders qui ne sont pas dans le même monde que nous. Donc là, on a un problème très certainement qui vient de nous. On n'a pas suffisamment expliqué ou communiqué, mais on n'est pas, si vous voulez, dans le même biorhythme. En revanche, on comprend tout à fait, c'est totalement légitime qu'il y ait besoin de plus d'informations. Il y a peut-être eu un problème de méthode au cas d'espèce puisque tous les gens qui avaient à en connaître étaient autour de la table, mais il n'avait pas été prévu. En tout cas, on n'avait pas cette information, nous, que le texte devait aller au Congrès en amont. Et on aurait peut-être dû mettre plus de représentants du Congrès dans les discussions. Donc nous, en tout cas, on est là pour apporter notre contribution à notre place en toute humilité. Il y a la commission spéciale qui se met en place. On ira, si on est auditionné, répondre aux questions, partager nos analyses, nos informations et surtout tirer la sonnette d'alarme pour que les décisions se prennent le plus vite possible. Le plus vite possible, c'est-à-dire que chaque jour, chaque semaine qui passe, tant que ce pacte n'est pas signé, ça complique la situation. À partir de quand elle deviendra impossible à gérer si le pacte n'est pas signé? Alors, il y a un grand principe dans la gestion des entreprises en difficulté, c'est que plus on retarde les décisions, plus ça coûte cher et c'est douloureux.
Voilà. Donc, moi, je ne sais pas ce que souhaitent les responsables politiques calédoniens, le Congrès. Nous, on va se battre jusqu'au bout pour sauver notre entreprise. Là, je parle au nom de la direction, je pense au nom de l'ensemble des salariés de la SLN, nos sous-traitants. C'est pas du tout notre intention de mettre la clé sous la porte. Donc, tant qu'on peut, on le fera, tant qu'on aura de l'énergie, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Si le souhait des responsables politiques calédoniens, c'est d'arrêter la métallurgie extractive en Calédonie, les usines fermeront. On peut pas, on ne peut que se soumettre à des décisions plénières et des responsables politiques, quoi. Donc voilà. Bon, nous, ce qu'on pense, c'est que c'est vraiment pas l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie. Hein. Les usines apportent énormément à la Calédonie en termes d'emploi. Moi, je rappelle 2280 employés à la SLN, à peu près 2000 sous-traitants chaque jour qui travaillent à nos côtés, qui font le maximum. Je les en remercie, je les félicite. On paye des charges sociales, 6 milliards de francs par an à la CAFAT. Où est-ce qu'on va les trouver si on met la clé sous la porte? Et puis nos impôts et taxes qui sont à peu près aux alentours de 3 milliards, 3 milliards 5. Voilà. Donc ça, c'est que la SLN. Vous rajoutez les 2 autres usines, plus tous nos sous-traitants. On voit bien que c'est une masse, c'est un poumon économique du pays. Donc, à mon sens, il faut prendre tout ça en compte et prendre des décisions rapidement. Eramet va continuer à vous accompagner. Certaines voix ici relaient à foison le fait que Eramet se désengagerait, ne financerait plus les opérations. Aujourd'hui, l'actionnaire reste à vos côtés? Nous, Eramet, ils sont à nos côtés. Regardez, là, qui vient de m'appeler pour me dire qu'il y avait une prolongation des garanties financières. C'est pas un responsable politique calédonien, c'est pas l'État, c'est Eramet. Nous, on a besoin d'Eramet. C'est l'intérêt social de la SLN que d'avoir un actionnaire de référence. Ils sont à nos côtés, ils nous aident. Bon, l'État évidemment aussi. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, hein, j'ai mentionné tout à l'heure la DSF, la CAFAT. Donc on est quand même aidés. Et on remercie tous ceux qui nous aident, mais on a besoin d'un actionnaire. Donc nous, on considère que Eramet est là. On est plutôt dans une logique de statu quo. Nous ne recherchons pas de repreneurs. Donc dans les théories complotistes, on peut lire des histoires de recherche de repreneurs, etc. C'est pas notre cas. Maintenant, quand on regarde les faits, Vale a déjà décidé de quitter la Nouvelle-Calédonie. Glencore a décidé de quitter la Calédonie, est en train de quitter la Calédonie. Trafigura va quitter la Nouvelle-Calédonie. Et c'est sûr qu'à force de se faire insulter tous les 4 matins, alors que Eramet et nous, la SLN, on fait nos meilleurs efforts, tout ce qu'on peut pour essayer de sauver nos entreprises, nos emplois et tout l'impact économique et social qu'on a en Calédonie, ça paraît assez bizarre. Donc moi, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le même monde que nous, qui devraient venir un petit peu visiter nos sites, parler à nos salariés, parler à nos sous-traitants, parler à nos organisations syndicales, être dans la vraie vie. Parce que là, on joue un petit peu avec le feu, et ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui nous inquiète, nous, la direction de l'entreprise, nous, nos 2280 employés, et nous aussi, nos 2000 employés de tous nos salariés qui travaillent au jour le jour. Alors Jérôme Fabre, on est focalisé évidemment sur la crise et la difficulté de la filière nickel en Nouvelle-Calédonie. C'est toute la filière mondiale qui est en souffrance, c'est bien de le rappeler, parce qu'aujourd'hui, le nickel low cost produit par l'Indonésie et la Chine notamment met à mal l'ensemble des industries traditionnelles. Oui, vous avez raison de le rappeler, c'est un point, peut-être, on oublie ça ici en Calédonie, on a nos propres sujets, les discussions institutionnelles, etc. On oublie de regarder ce qui se passe dans le monde. Donc les producteurs ultra low cost, Chine, qui s'est adossé avec l'Indonésie et les Philippines, plus la Russie, qui pesait à peine 30% du marché il y a quelques dizaines d'années, aujourd'hui pèsent 75% du marché, sont en train de balayer les acteurs traditionnels historiques. Et on ferme les uns après les autres. Toutes les usines de métallurgie extractive en Europe ont fermé. En Grèce, l'Arco, société sœur de la SLN, fermée. Dans les Balkans, au Kosovo, Macédoine, ex-Cunico, fermé. En Ukraine, fermé. On voit aussi des concurrents historiques comme Falcondo en République dominicaine, fermé. Donc on voit qu'il y a une succession de fermetures. En Australie, juste à côté de nous, Ravensthorpe, Nickel Battery, ils ont fermé aussi. BHP Nickel West, c'est pas clair, ils sont chancelants. BHP Nickel West, c'est vraiment un acteur emblématique qui fait du nickel métal, du nickel batterie, qui est là en difficulté, qui réduit sa production, qui va peut-être fermer. On voit que la situation est très grave, que les producteurs traditionnels sont en train de disparaître les uns après les autres. Et seuls ceux qui seront accompagnés et aidés pourront soutenir et résister et survivre dans un contexte où les acteurs ultra low cost sont dans une logique de domination. Ils veulent organiser une surproduction pour que les prix soient les plus bas possibles et pour faire disparaître
les acteurs traditionnels. Donc c'est ça qui se joue en ce moment, hein. C'est d'un certain point de vue la survie des acteurs historiques. En Calédonie, j'ai oublié de le mentionner, il y a quand même l'usine de KNS qui est mise en sommeil, donc ça nous arrive, ça commence à arriver chez nous. Donc il est urgent de se réveiller et de prendre les décisions avisées. C'est l'objet du pacte nickel. Alors Jérôme Fabre, le programme de votre journée, ça va être de notifier au président de province que Eramet et l'État ont trouvé cet accord sur la durée des garanties financières. C'est ça qui va être aujourd'hui votre préoccupation, oui, pour faire en sorte que les sites miniers du Nord puissent rouvrir le plus vite possible? Alors tout à fait. Donc moi j'ai été informé de cette bonne nouvelle, mais je n'ai pas le détail. Donc dès que j'arrive à mon bureau, je vais regarder le détail de cet accord, de faire le plus vite possible les notifications qui s'imposent aux deux présidents de province. S'assurer qu'il n'y a pas de problème particulier pour pouvoir, on l'espère, reprendre l'activité le plus vite possible. Et ça sera, je pense, un grand soulagement pour tous nos salariés et nos sous-traitants. Jérôme Fabre, directeur général de la SLN, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous.